normes. Je vais passer la parole à Charlotte Levard pour le collectif, enfin le collectif, pardon, le RFCP. Et puis ensuite Philippe Lamarck et puis Monsieur Gontard. Merci pour votre conclusion. Oui, alors vous m'entendez? Alors, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de points qui ont été abordés cet après-midi, je ne vais pas tous les reprendre. Mais je pense qu'on est absolument tous d'accord sur la nécessité d'une diversité des systèmes constructifs, basés sur les attendus, le contexte et bien sûr les territoires. Et de ce point de vue, il n'existe pas une réponse, mais des réponses à la décarbonation du secteur du bâtiment. Et évidemment, les matériaux biosourcés sont les meilleurs alliés de ces objectifs-là. En ce qui concerne les filières biosourcées qui sont présentes aujourd'hui, la paille, le bois et le chanvre, on a pour ambition de travailler ensemble. Et c'est-à-dire que ce sont les engagements qui ont été pris par le comité de liaison des matériaux biosourcés qui rassemble l'ordre des architectes, les filières que je viens de citer et les acteurs des démarches des bâtiments durables. Puisque, alors je ne me suis pas présentée, mais je suis co-secrétaire du réseau français de la construction paille, je suis également architecte. Et en ce point, nous figurons au comité de liaison des matériaux biosourcés nationaux. Et donc voilà, on a cette stratégie sur le long terme que nous devons mener collectivement. Et si je m'élève un petit peu et que je prends la position de la filière paille que je représente aujourd'hui, voilà, on a la ressources à disposition, on maîtrise la technique, on est activement engagé dans la recherche et le développement, donc on est prêt à répondre aux enjeux du marché qui est en pleine expansion, mais disons que malheureusement ça ne suffit pas et qu'il y a des axes de progression au développement de l'ensemble des filières. La première, enfin je vais le développer en 4 points mais ça sera très rapide, c'est celui de la norme et de la surabilité. Aujourd'hui, les acteurs de la construction, donc les acteurs, les professionnels du bâtiment ont l'obligation de contracter une assurance décennale. L'obtention de cette assurance, elle est soumise à un assureur, des assureurs qui évaluent le risque sur la base des textes normatifs. Donc ça veut dire que quand on est en dehors des textes normatifs, eh bien finalement on se retrouve face à une complexité pour l'assureur parce qu'il manque de références sur lesquelles s'appuyer. Donc ça a été évoqué entre autres cet après-midi, mais donc ça veut bien dire que les normes, elles ne sont pas faites et elles ne sont pas adaptées aux matériaux biosourcés. On doit aller plus loin parce que, on l'a dit, on a besoin de stabilité et on a aussi besoin de mettre à disposition l'innovation parce que l'innovation, elle coûte cher. Donc par exemple, un des leviers, ça pourrait être aussi de mettre à disposition en open source tous les essais qui sont faits. Et au RFCP, c'est ce que nous menons. Ces essais sont à disposition du plus grand nombre parce que nous pensons que pour qu'elles puissent être accessibles, en fait, à tous les acteurs du bâtiment, la réglementation doit être mise à disposition et elle doit surtout évoluer pour qu'on dépasse les techniques courantes et les problématiques de normes. Ça, c'est un point. Le second point, c'est celui qui est la montée en compétence de l'ensemble des acteurs du bâtiment, ça a été dit, sur toute la chaîne, à la fois au niveau de la filière agricole, au niveau de la maîtrise d'ouvrage privé-public, au niveau de la maîtrise d'œuvre, bureau d'études, architecte, bureau de contrôle et bien entendu entreprise. Donc ça veut dire que s'il y a une défaillance dans un des maillons de la chaîne, finalement le marché il reste bloqué. Et ça, c'est une problématique concrète pour que c'est un travail à la fois collaboratif et transversal que nous devons mener et continuer à mener. Et si je prends juste un tout petit exemple, la formation ProPaille, donc qui forme les professionnels du bâtiment, aujourd'hui, elle ne figure toujours pas au compte CPF, alors que les process sont en cours depuis plusieurs années. Et par exemple, c'est un catalogue d'accès à la formation qui permettrait d'avoir, dans ces objectifs de massification des acteurs et de la montée en compétences. Donc voilà, c'est des petits freins qui sont pas si compliqués à lever, mais on sent encore qu'il y a des complexités et des réticences. Le troisième point, c'est celui de la communication. Nous avons un devoir collectif de changer les imaginaires autour des matériaux biosourcés. Et ça passe par la communication. Ça passe aussi par la communication de la durabilité des bâtiments qui sont réalisés en matériaux biosourcés. Si je prends juste l'exemple de la paille, le plus vieux bâtiment construit en France, il a plus de 100 ans. Ça, c'est un point. Et c'est aussi sur la communication autour de l'attractivité des métiers du secteur du bâtiment liés aux biosourcés. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est celui qui concerne les moyens financiers. Je prends encore l'exemple de la filière paille que je représente ici aujourd'hui. Elle n'est ni soutenue par les industriels, ni soutenue par la filière agricole.
Pourtant, on a des compétences, on a des capacités, on l'a prouvé aujourd'hui, on a plus de 10 000 bâtiments construits en France sur le territoire qui sont construits et isolés en paille. Je suis aussi au conseil d'administration de l'Association européenne de la construction paille. Je peux vous assurer qu'à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, la France fait office de rockstar en ce qui concerne la paille. Mais vraiment, sincèrement, parce qu'on est très en avance au niveau réglementation, même si on voit bien qu'il y a encore des freins. Tout ça pour dire que finalement, ça reste un endroit où l'État a mis assez peu de moyens et obtient un résultat aussi élevé. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas pérenne comme modèle. Donc il faut aussi aller plus loin. Et donc, voilà, les moyens financiers, pour tous les points qui ont été soulevés cet après-midi, ils sont indispensables pour aller plus loin dans le développement de la filière, paille certes, mais de l'ensemble des biosourcés. Et voilà, ici, moi, je ne parle pas de l'ambition d'une filière, mais bien d'intérêt général pour tous les points qui ont été soulevés cet après-midi. Parce que, et je m'arrêterai là-dessus, on s'interroge finalement trop souvent sur le financement des énergies au lieu des économies d'énergie. Voilà, merci. Eh bien, je vais prendre la suite déjà pour remercier nos hôtesses organisatrices, donc Nathalie Fichot et Céline Laurence, parce que ça n'a pas été simple du tout d'organiser cette réunion, donc merci à elles. Mon propos, je vais le scinder en deux parties. Une toute petite partie en incise de tous ces témoignages qui ont été donnés aujourd'hui, qui sont particulièrement enthousiasmants, et pour faire un petit peu la synthèse de tout ça à travers un livre qui s'appelle La mixité. Et puis une deuxième partie qui est plutôt sur le mode inquiet, pour interpeller les parlementaires qui nous accueillent aujourd'hui sur cet empilement de réglementations et sur des réglementations actuelles qui vont s'imposer à nous, qui sont peu ou pas anticipées, et qui vont détériorer notamment nos fiches FDES. Alors ce livre, Mixité, a été édité par le Codifab sur l'impulsion de l'UICB et de la FFB, avec la participation de l'ensemble des collectifs des biosourcés, et notamment du chanvre et de la paille. Donc c'est un ouvrage captivant, qui est profitable pour la maîtrise d'œuvre, qui met en lumière l'intérêt de la mixité des matériaux. C'est évidemment le principe du bon matériau au bon endroit, sans exclusif, sans intransigeance, sans autorité, mais bien au contraire pour aller chercher l'invention, qui est souvent frugale, l'ingéniosité, l'astuce, l'habilité, le réemploi, tout ce qui ramène de l'intelligence collective dans la conception. Et je peux témoigner, après 3 décennies d'architecture, que l'invention, l'astuce, on la trouve souvent dans l'usage. Voilà. L'architecte n'a pas le monopole de l'invention. Mais il faut aller plus loin. Nous militons évidemment pour privilégier une vision plus globale du champ au chantier et du chantier au tombeau. Penser filière intégrée, c'est mettre l'industriel, mais pas que, le metteur en œuvre sur le marché, qu'il s'oblige à intégrer l'amont de la production comme l'aval. Finalement, c'est ramener le territoire et le lien humain dont tu parles, Naël, dans l'équation du coût de la construction. Le hors-site, oui, mais il faut qu'il se fasse avec les biosourcés, en participation avec les biosourcés. Donc le second volet de mon intervention, c'est évidemment sur le mode de l'interpellation de nos parlementaires, et c'est en transition avec la prise de parole de M. Gontard. Alors sur le mode plutôt de joke, Maël, je te rappelle que la paille n'a pas le monopole de l'impétuosité, mais surtout de la frugalité. Voilà. La filière chanvre aussi a besoin d'argent, mais plus sérieusement. Nous avions confié, il y a plus de 3 semaines, un laboratoire renommé, le CODEM FRD, une étude prospective pour l'ensemble des filières biosourcées sur l'application anticipée des fiches FDES A2. Donc c'est un peu... ça s'appelle exactement les NFEN 1500-804 A2. Nous avons édité et diffusé les résultats de cette étude à la DHUP et au protocole base INES, qui a reconnu la pertinence de notre vision. C'est une étude donc sur l'ensemble des biosourcés. Je vous rappelle que la fiche FDES A2, qui s'applique au 1er janvier 2025 pour tous les metteurs sur le marché, et pas que les industriels, considère que 100% du carburant biogénique, donc stocké par les matériaux biosourcés, est entièrement relargué à la fin de vie des matériaux, c'est-à-dire dans 50 ans, RE 2020.
Du coup, pourquoi? Parce qu'on considère qu'on enfouit tous ces matériaux. Voilà. Il n'y a pas d'autre scénario de recyclage des matériaux qui est privilégié par cette fiche FDES A2. Donc, je vous le rappelle, nous descend l'Europe. Conséquence, pour la filière bois, on passe d'un module C qui est aujourd'hui à moins de 100% à 270% sur le calcul de la fiche FDES. Et heureusement, grâce au travail du Codifab, ils ont pu limiter cette augmentation de la fiche FDES à 23%. Pour les autres biosourcés, donc la paille, le chanvre et tous les matériaux béton végétaux, on passe d'une A1 à une A2 à plus de 1,5. On multiplie par 1,5 le facteur de la fiche FDES à 2. Donc c'est un impact très important et qui porte le béton chanvre et tous les bétons végétaux supérieurs aux bétons dits verts, des bétons de ciment dits verts. Donc c'est une aberration complète. Donc évidemment, nous avons interpellé la Basines, nous avons rendez-vous le 7 décembre sur ce sujet-là, mais c'est une question que je pose aux parlementaires que vous représentez, Monsieur Gontard. Quel chemin emprunter pour réduire l'épaisseur de ces contradictions et rappeler que cette vision qui n'est que quantitative, analytique, est loin d'une vision globale et elle est proche du crétinisme. Eh ben, je vais essayer de répondre. D'abord commencer par m'excuser, parce que c'est vrai que je n'ai pas pu suivre l'intégralité, enfin une bonne partie, mais l'intégralité de cette conférence et de cette table ronde, parce qu'on a un petit texte sur la loi immigration juste au-dessus qui vient de démarrer. Donc voilà, du coup, j'étais un peu obligé du coup de me partager. Remercier évidemment l'organisation de cette conférence, à la fois Fibois, Construire en Chanvre, RFCP pour la paille, et puis les organisatrices aussi, Nathalie Fichot et puis Cécile Laurence pour le travail qui ont été réalisés. Et puis toujours un grand plaisir d'accueillir toutes les manifestations autour du biosourcé, du chanvre, de la paille, etc. au Sénat, et que le Sénat devienne un peu le temple du chanvre, de la paille et des biosourcés. Ben moi, ça me fait plutôt plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, on fera toujours en sorte de pouvoir vous accueillir. En fait, moi, mon intervention, justement, elle essayait, à tenter de répondre à votre interpellation, en tout cas, ce qu'on peut essayer de faire en tant que législateur. C'est vrai que, à la fois sur la question du biosourcé et de comment on peut à la fois mieux l'utiliser, la question de la préfabrication, de l'industrialisation, en tout cas de la structuration des filières, la question du hors-site, sont importantes. C'est vrai qu'on nous a souvent reproché sur le biosourcé que c'était un surcoût par rapport, on va dire, aux matériaux traditionnels. Il y a une dizaine d'années, on était à des 25-30% de surcoût. On s'aperçoit que maintenant, ce n'est plus du tout le cas. J'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur la rénovation thermique. On a des chiffres qui sont autour de 7 à 10% de surcoût suivant le type de matériaux, et encore moins quand justement on a des filières locales qui sont bien organisées et que tout cela fonctionne. Donc on a intérêt, enfin en tout cas on avance sur cette question-là, et ça passe évidemment par cette structuration-là. Après, je pense qu'il y a une petite alerte, la question du biosourcé. Je pense qu'il y a une vraie philosophie derrière. C'est la question du local, c'est de s'adapter à son environnement. C'est la question justement aussi de l'architecture, de ce que c'est que le logement, de ce que c'est qu'habiter dans son environnement. Et donc cette structuration locale, moi, elle me paraît particulièrement importante, et donc il ne faut pas du tout la lâcher, pas du tout se faire emporter, et de ne pas faire peut-être les mêmes erreurs que certaines filières ont pu faire en ayant une organisation nationale, internationale, européenne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ait des liens au niveau national et européen, mais par contre de garder en tout cas cet ancrage local qui sera différent et qui sera spécifique en fonction des localités. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me semble important. Alors ensuite, en tant que ce qu'on peut faire en tant que législateur, ce que peut faire l'État pour faire avancer justement cette structuration, je pense qu'on peut jouer sur plusieurs leviers, et notamment orienter le travail législatif sur plusieurs leviers. Pour moi, il y avait 5 points que j'avais notés et qui ont été un petit peu évoqués un peu chacun d'entre vous. Je pense qu'à la fois, c'est la question de la structuration de la filière
que ça soit au niveau national et au niveau local, avec l'importance du local. Alors comment on le fait ? Il y a déjà justement ce qu'on est en train de faire ici, les différents colloques qu'on a pu organiser, le fait de discuter, d'échanger avec les différentes filières, avec les donneurs d'ordre, avec les collectivités, avec les élus. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a la question de ce qu'on avait pu travailler sur la résolution qui avait été votée ici au Sénat, qui n'est pas anodin, hein, sur l'utilisation. Alors il y avait une question orienté sur le chanvre, mais l'ensemble des matériaux biosourcés, mais aussi en listant en fait tout ce qu'il faudrait, quand je regarde un petit peu la liste de tout ce qu'on avait pu mettre dans cette résolution, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait avancer, notamment sur la prise en compte du carbone, etc. Sur la question des normes, ça a été cité, mais c'est important parce que ça veut dire que même au Sénat, on a une majorité très large, je crois même une unanimité, parce que je crois que c'était ça pour la résolution, et que l'ensemble des élus voient bien que c'est un vrai avantage sur leur territoire. Après, il y a ce qu'on peut faire au niveau local, évidemment. En tant que parlementaire, c'est vrai que voilà, moi j'ai pu agir au niveau de l'Isère pour essayer de structurer, de mettre en réseau en tout cas tous les acteurs et pour essayer vraiment de pouvoir avoir cette restructuration. Et puis il y a le côté financier. Parce que pour structurer une filière, oui, il faut de l'argent, il faut l'accompagner, il faut de l'argent public. Et donc, il y a notamment dans le projet de loi de finances, et c'était aussi une des propositions de la commission d'enquête dont j'ai pu être le rapporteur, d'accorder 8 millions d'euros justement à la structuration de cette filière. C'est un rapport qui a été voté aussi ici au Sénat, hein, donc ça veut dire qu'il y a une majorité qui est d'accord pour aller vers ça. Et c'est quelque chose qu'on portera dans le projet de loi de finances dans un mois, et qu'on avait déjà porté l'année dernière, donc ça c'est aussi important. Ensuite, il y a toute la question, dans le deuxième point, sur la question de la standardisation, ça a été dit, des labels, de la normalisation, qui effectivement est un gros travail, le lien avec le CSTB, les moyens financiers aussi, pour pouvoir justement travailler sur cette question de la normalisation. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. On a des exemples aussi, c'est pour ça que je me ramène toujours au local et le caractère local, parce que sur cette normalisation, sur la question aussi des labellisations, je prends l'exemple du Bois des Alpes par exemple, qui est un label particulièrement intéressant, qui a permis de flécher ce type de label sur des marchés publics. Sur mon territoire, il y a aussi l'AOP Bois de Chartreuse, qui est aussi une manière aussi d'aller plutôt valoriser en tout cas une ressource locale, et puis travailler sur des labels qui peuvent être plus exigeants, sur des labels publics, justement pour valoriser le biosourcé. C'est quelque chose qui me paraît aussi important. Ensuite, en troisième point, il y a de faire connaître le biosourcé, que ce soit auprès du grand public, que ce soit auprès des élus, que ce soit auprès des différents acteurs. Et ça passe par beaucoup de choses. Il y a la question de la formation, ça a été abordé aussi, évidemment, la formation des artisans, la formation des architectes. On avait fait passer un amendement dans la loi AGEC 2019 pour que cette formation en lien avec le biosourcé soit bien inscrite, en tout cas dans toutes les écoles d'architecture. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir avancer. C'est aussi ce qu'on avait pu inscrire dans la résolution. J'ajouterai peut-être un autre point, puisque j'ai été rapporteur de la commission sur la rénovation thermique. C'est vrai que faire connaître, en tout cas, la possibilité d'utiliser des matériaux biosourcés, notamment auprès du grand public, je pense que là, avec MaPrimeRénov', etc., on pourrait avancer. Et pour l'instant, c'est totalement, je dirais, exclu en tout cas. Enfin, en tout cas, on n'a pas du tout cette prise en compte, et notamment sur le DPE. On a fait beaucoup de propositions sur le DPE qui actuellement ne prend absolument pas en compte, oui, on peut le dire, ne prend absolument pas en compte dans ses calculs la spécificité des matériaux biosourcés. Donc, ce qui est un véritable problème, et donc derrière ne prend pas en compte notamment la question du confort thermique d'été. Donc ça, c'est des préconisations qu'on a pu faire aussi dans le rapport. En quatrième point, je parlerai du levier fiscal, toujours une question d'argent, mais c'est où est-ce qu'on peut aussi, par ces leviers-là, permettre d'avancer. Il y a la question de la TVA réduite sur ce type de matériaux. Je dis qu'il y avait toujours une différence de coût, en tout cas sur les matériaux. Si on veut réduire cette différence de coût et montrer que les matériaux biosourcés peuvent être
en tout cas au même coût, il va falloir agir sur la TVA. Ça fait, je pense, 3 ans que je dépose un amendement ici. Il est passé une fois, il a été ensuite giclé à l'Assemblée nationale, mais pour agir justement à la fois sur le bois local, à la fois sur le biosourcé, pour baisser cette TVA. Et puis ensuite, il y a toute la question des bonifications des aides aussi de MaPrimeRénov', c'est-à-dire de permettre, ça aussi c'est une préconisation qu'on avait faite, de dire que MaPrimeRénov', quand on va dans un dispositif de rénovation, si on fait le choix d'aller sur du biosourcé, qu'il y ait des avantages en tout cas tout simplement, et que ça permet aussi de flécher vers ces types de matériaux, que ça soit sur le plafond du prêt à taux zéro, que ça soit sur les aides qui puissent être accordées dans le cadre de MaPrimeRénov'. Et puis aussi sur le levier fiscal, mais ça a été aussi dit, sur la question du stockage carbone et notamment du score carbone des matériaux. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi important, et de valoriser en fait en tout cas tout l'aspect positif que peut avoir l'utilisation des matériaux biosourcés. Et puis pour terminer, la grande question, c'est les collectivités locales et la commande publique. Je pense que ça, c'est un levier particulièrement important pour faire en sorte justement d'accéder. Je ne sais plus qui c'est d'entre vous tout à l'heure qui disait que en fait, ce qui manque, c'est de pouvoir, c'est de construire et c'est de montrer que c'est possible. Et là, la commande publique, alors on a déjà, et ça a été dit sur la dernière table ronde, mais c'est important. Une collectivité, même une petite collectivité qui décide d'aller vers des solutions biosourcées, que ce soit en paille, en chanvre, etc., c'est à la fois formateur pour des entreprises au niveau local, ça montre pour l'ensemble des citoyens qui sont autour que c'est une possibilité et qui voilà, ça permet en plus de fédérer une filière localement. Donc ça, c'est un levier particulièrement important. Et puis il y a toutes les aides, subventions dont on a aussi parlé. Moi, je me bats beaucoup sur les aides locales, DETR, c'est les aides qui sont les aides aux collectivités rurales qui sont attribuées par l'État. On a mis ça en place en Isère, ça a été compliqué. Je crois qu'il y a 3 départements pour l'instant qui l'appliquent. C'est d'avoir des bonus, c'est-à-dire qu'une collectivité qui se lance dans l'utilisation de bois local, qui se lance dans l'utilisation de matériaux biosourcés, oui, c'est plus compliqué, oui, ça veut dire qu'il va falloir qu'il se creuse la tête, il va falloir qu'il fédère un petit peu les entreprises, etc. Mais on lui dit, si tu y vas, tu as 10, 15 ou 20% supplémentaires de subventions. Ça, c'est un effet qui est très fort parce que, au-delà de l'aspect subvention, ça permet d'y réfléchir. Et ça permet justement que une commande publique dise à son architecte, là, on peut avoir un peu plus, donc vas-y et essaye. Et donc ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse également avancer. Enfin voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire rapidement sur l'ensemble de ces points. Je pense que c'est sur tous ces aspects qu'on peut essayer, que ça soit au niveau législatif, que ça soit au niveau local, et évidemment en lien avec l'ensemble de la filière. Mais on voit qu'on a des vrais moyens d'action, qu'on a des vrais leviers qui permettent en tout cas de promouvoir la question du biosourcé et dans l'intérêt de tous. Et puis je finirai juste en reprenant, je crois, la parole de je ne sais plus qui était là tout à l'heure, qu'il faut voilà, l'avenir n'est peut-être pas dans l'avion, mais plutôt dans le chanvre et la paille. Donc, voilà. Et puis je vous souhaite en tout cas une bonne fin de congrès ici au Sénat, et quand même dans une des plus belles salles du Sénat, parce que c'est vrai qu'elle est quand même elle est quand même pas mal cette salle. Voilà, elle n'est pas totalement biosourcée, mais et quoique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question. Alors, excusez-moi. Allez-y. Juste une petite question. Donc, journaliste à Bâti Actu, toujours. Je crois que c'est le trésorier de l'Ordre des architectes qui a parlé de mettre en concurrence le CSTB sur les avis techniques et les ATEX. Ça me semble très complexe. Quelle serait la solution? Quel organisme serait capable de faire ça? Est-ce qu'il y a des pistes? Voilà. Merci. Il y a Stéphane Emery qui est dans la salle. Est-ce que Stéphane, tu veux t'exprimer? CSTB. J'ai bien fait de venir. Donc Stéphane Emery, directeur opérationnel au CSTB. Vous attendez tous ma réponse là? Non, faut peut-être quelques mots là, sur ces sujets qu'on a entendus à plusieurs reprises autour de l'évaluation de l'innovation et des ATEX et des avis techniques.
Ce qui fait aujourd'hui la force et la renommée de ces évaluations, c'est qu'elles sont collégiales. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que souvent le nom du CSTB revient au devant de la scène lorsque l'on parle de ces évaluations, de ces reconnaissances, mais on ne les fait pas tout seul. On est associé, d'ailleurs, les avis techniques ne sont pas délivrés par le CSTB, mais par la CCFAT, commission chargée de formuler les avis techniques. Et les ATEX sont formulés à partir de la sollicitation d'un comité d'experts qui représente l'ensemble des experts de la filière bâtiment de manière générale. Et c'est ce qui fait aujourd'hui leur renommée et leur reconnaissance, en particulier par les assurances. Je dirais presque malheureusement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui ces produits sont utilisés essentiellement par les acteurs pour faire reconnaître en assurabilité leurs produits, alors que ce n'était pas la vocation première, mais malheureusement c'est un fait qu'il faut faire avec. Donc mettre en concurrence le CSTB, enfin c'est pas à moi d'y répondre, j'ai envie de dire, pourquoi pas, simplement garder à l'esprit que ce qui aujourd'hui fait la demande de la part des acteurs de la filière de ces évaluations, c'est bien son caractère collégial et collectif, et sa formulation par un groupe de sages, de pairs, qui n'est pas la seule expression du CSTB. Donc il faudrait pouvoir, en tout état de cause, le reproduire de cette manière-là, à une échelle plus large et plus grande, avec d'autres acteurs que le CSTB, pourquoi pas. Je n'ai pas d'opposition à ce point-là, mais en tout cas, gardons à l'esprit que cette évaluation, elle n'a de sens que parce qu'elle est réalisée par un collectif. Mais, Pardon. Sur la diminution des coûts, oui. Alors là, forcément, sur les coûts, quelques mots. C'est un fait qu'aujourd'hui, l'innovation coûte cher sur notre territoire. L'évaluation fait partie de ces coûts qui sont, somme toute, importantes pour des petites TPE, PME qui veulent innover. Et c'est bien souvent d'ailleurs ces acteurs qui innovent le plus et pas forcément les grandes structures qui ont la capacité d'investir dans ces évaluations. Une des difficultés majeures vient du fait que dans ces coûts, quand on parle des coûts d'ailleurs, il faut savoir de quoi on parle, l'essentiel des coûts ne sont pas les coûts liés à l'évaluation à proprement parler auprès de la structure CSTB. Pour rappel, un coût d'ATEX ou d'avis technique, c'est 20 000 € la prestation brute d'évaluation. Pour autant, pour une TPE, une PME, le coût global, ce n'est pas 10 000 €, ce n'est pas 20 000 €, c'est bien souvent 100 000, 200 000 €, parce qu'il y a des coûts indirects. Les ingénieurs qui travaillent au sein de l'entreprise au montage du dossier, la réalisation d'essais diverses et variés dans les différents laboratoires de notre territoire national ou des études, quelles qu'elles soient. Et c'est là qu'il faut en effet qu'on arrive à travailler intelligemment pour faire baisser ces coûts. Donc ça veut dire passer par l'idée même que l'on ne demande pas autant que l'on peut demander aujourd'hui en termes de montage de dossiers techniques, et donc accepter de prendre des risques, et de prendre des risques collectivement. Donc ça voudrait dire, par exemple, lorsque l'on parle d'innovation et d'expérimentation, et la texte a été évoquée tout à l'heure, c'est remettre au centre de la table la vocation propre de la texte, qui est bien d'expérimenter, de permettre l'expérimentation, sans avoir une réponse dans l'absolu à toutes les questions techniques et scientifiques que les experts peuvent se poser, parce que l'innovation, c'est son propre, n'est pas maîtrisée à 100%. Et donc ça serait finalement de redissocier les logiques d'assurabilité avec celle de l'évaluation qui prévaut aujourd'hui, pour se dire finalement l'évaluation doit être d'abord un vecteur d'accompagnement à l'expérimentation à moindre coût. Je ne m'engage pas sur l'ensemble des essais et des études à mener pour pouvoir obtenir le tampon de l'organisme qui va bien. Et par contre, je m'engage dans une logique de capitalisation, de suivi et de retour d'expérimentation à une échelle territoriale, nationale, plus globale. Or, aujourd'hui, ces mécanismes ne sont pas du tout mis en place et malheureusement, ces produits, ces prestations ne sont que trop utilisés pour des logiques d'assurabilité et d'attestation de conformité qui ne sont pas leur vecteur premier de valorisation. Voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup Stéphane. Merci à tous. On est ravis de cet après-midi de conférence. J'espère qu'il en est pareil pour vous. Ce qu'on se disait vite fait, c'est qu'en fait, on vous propose de vous donner rendez-vous une prochaine fois. On ne sait pas quand, mais il va falloir qu'on travaille le sujet et qu'on travaille aussi en sous-groupe pour faire avancer les sujets. Ce que je vous propose, c'est que tous les intervenants viennent de ce côté-ci, qu'on puisse faire une photo de groupe. Et merci infiniment à tous. Merci Nathalie. On est vraiment ravis d'avoir
préparer cet après-midi avec vous. Effectivement, on est plutôt au début qu'à la fin d'une discussion, parce que vous avez vu, on parle de sujets quand même très sérieux après 4h30 de discussion. Donc, je pense que le sujet innovation, ce sera un gros sujet. On se met dans la lumière. Tous les intervenants qui sont encore là, et puis messieurs les sénateurs, je vous en prie. Monsieur le sénateur, je pense qu'il faut se mettre là. Ouais, il faut se mettre derrière. Je vous propose de venir au milieu, parce qu'en fait, on est dans l'ombre et ça ne va pas rendre.